Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et logique de la Cagouille Céleste pour la période du 13 au 20 septembre 2021, soit la deuxième phase de la troisième lune d'été, donc du premier quartier, le lundi 13 à 22h39, jusqu'à la pleine lune, le mardi 21 à 1h54 en temps universel, ça fait le lundi 20 à 23h54. Alors, tout d'abord, nous allons faire un petit tour de ce que nous allons pouvoir voir dans la semaine. Tout d'abord, la Lune, puisque elle va envahir le ciel de début de nuit. C'est la deuxième phase donc, du premier quartier à la pleine Lune. On la voit le soir en gibbeuse croissante, donc d'abord en quartier, puis chaque soir un peu plus grosse. Et elle, le jour du premier quartier, on va y aller tout de suite, on va aller la voir le jour du premier quartier. Je partage l'écran et nous allons bien sûr sur Stellarium. Enfin, bien sûr. Voilà, la voici le 13 au soir à 20h45. Bon, de chez moi, si vous habitez en France métropolitaine, pas trop à l'ouest ou pas trop à l'est, c'est à peu près pareil. Je peux afficher les constellations, si on veut. On voit la forme des constellations. Donc, on voit que la Lune, qui est en demi-lune, donc premier quartier, culmine au début de la nuit, puisque On n'a pas c'est de le... partage d'écran. Ah, n'avait pas le partage d'écran. Ah, mince. Pourtant, ah non, je comprends. Peut-être que là, ça va aller mieux. Alors, je vais reprendre. C'est Excusez-moi. bon. Ah, voilà. On voit donc la Lune en premier quartier, qui vient d'être conjointe en Antares. Donc, c'était le lundi 13 à 3h36. Donc, le soir, on la trouve à gauche d'Antares. La veille au soir, elle était à droite. Je peux jeter un petit coup d'œil. La veille au soir, le 12 au soir, elle était là. Le 13 au soir, la voilà. Ensuite, elle va grossir de soir en soir. Donc, on va la suivre et on va voir les étoiles qu'elle accompagne. Alors, vous voyez, j'ai mis que le dessin des constellations. Je vais mettre leur nom pour vous repérer un petit peu, si vous voyez. Après, j'enlève les noms parce que ça fait très surchargé sur la carte et on ne voit plus les étoiles. Donc, elle est là devant la constellation d'Ophiuchus, quand elle est passée conjointe Antares. Donc, elle a fait constellation du Scorpion, d'Ophiuchus, et elle va arriver devant celle du Sagittaire. Et donc, on la retrouve le 14 au soir, un peu plus grosse. Voilà, donc en plein devant le Sagittaire. Le 15 au soir, elle passe en conjonction à l'étoile Nunki, Sigma du Sagittaire, bien remarquable. Ouais, c'est celle qui fait l'angle de la lance de la théière que dessine le Sagittaire, qui se déverse dans la Voie lactée, si on voit ça un peu plus tard. Donc là, on est toujours en tout début de nuit, 20h45. Donc on va la voir, bien sûr, elle prolonge sa présence dans la nuit de plus en plus tard. Elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, donc culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit jusqu'au jour de la pleine lune où nous allons arriver. Donc le 15 au soir, on la voit donc conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. On continue. Je vais me centrer sur la lune puisque c'est elle que nous suivons. Et nous allons la voir le lendemain. Elle approche de Saturne. Alors, vous voyez, elle va passer en dessous de Saturne. Elle est donc conjointe à Saturne. C'est le vendredi 17 à 6h13. Donc, on la voit le 16 au soir et le 17 au soir. Donc, je reviens le 16 au soir. Le 16 au soir, je vais tracer l'écliptique. Vous allez voir pourquoi elle est en dessous de Saturne, bien sûr. C'est qu'elle va être en latitude sud maximale, enfin donc sa latitude minimale, le dimanche 19. Donc, elle descend là. On a la Lune qui descend en latitude et qui aussi en déclinaison descend jusqu'au mercredi 15 où elle atteint sa déclinaison minimale. Alors après le 15, 5h45, elle remonte en déclinaison, mais elle continue à descendre en latitude. Alors on va la voir passer sous les étoiles, sous les planètes cette semaine. Parce que quand elle est au-dessus du plan de l'écliptique, on la voit passer au-dessus des planètes. Mais bon, en ce moment, quand elle passe près de Jupiter, et de Saturne et de Jupiter, elle passe
en dessous. D'un mois à l'autre, il y a légère différence, mais ça ne change pas radicalement, puisque c'est des révolutions de durée. Les 4 révolutions qu'on considère pour la Lune, bon, il y a la révolution synodique d'une nouvelle Lune à la suivante. Il y a la révolution tropique, un tour de zodiaque de 0 bélier à 0 bélier. Et puis, on peut aussi considérer la révolution sidérale qui est légèrement différente due à la précession des équinoxes, même si sur la durée d'une lunaison, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, de la conjonction à une étoile jusqu'à la conjonction suivante, à la même étoile. Et puis, il y a la révolution anomalistique, c'est-à-dire d'un périgée à l'autre. Alors, tout ça, c'est dans les 27, quelque chose de jours. La révolution tropique, sidérale, anomalistique et draconitique, c'est-à-dire par rapport au plan de l'écliptique, donc un passage à son nœud ascendant au suivant. Tout ça, c'est des 27, quelque chose, mais pas exactement pareil. 27,2, 27,4, 27,5, ce qui fait que toutes ces révolutions s'imbriquent et ça se décale toujours lentement. Donc, en ce moment, on retrouve la Lune quand elle est conjointe à Saturne et à Jupiter, elle est en dessous de l'écliptique, donc elle leur passe en dessous. Alors voilà, c'est donc le 16 au soir qu'on la voit conjointe à Saturne et le 17 au soir, elle approche de Jupiter, de plus en plus grosse, vous voyez, hein, gibbeuse croissante, donc chaque soir un peu plus grosse. Et le 18, la voilà, elle a passé Jupiter. Et encore, on va arriver à la pleine lune là bientôt. Le 19, elle se retrouve devant la constellation du Verseau et elle va être conjointe à Neptune. Allez, je vise. Là. Non, raté. Là, Neptune. Donc, elle va être conjointe à Neptune pour la pleine lune, youpi. Là, le 20 à 20h45, donc à 5 heures de la pleine lune, et la conjonction Neptune est le lundi 20 à 13h39. Voilà, donc le 20 au soir, eh bien, nous allons apprécier, c'est le moment d'apprécier le lever de la pleine lune, toujours magnifique. Alors, on va se le faire un petit peu le 20 au soir. Donc, on va venir à l'heure de son lever. Donc, elle se lève un petit peu déjà après le coucher du soleil, justement, en raison de cette latitude sud. Le soleil se couche. Je vais vous dire ça. Le soleil se couche le 20 à 19h50 et la lune ne se lève qu'à 20h13. Vous voyez, plus d'un quart d'heure, presque 25 minutes entre le coucher du soleil et le lever de la pleine lune. Donc, il y aura elle va se lever dans un ciel déjà sombre. Elle sera déjà plus dans le ciel. Le soleil sera déjà plus dans le ciel. Donc, elle va se lever. Elle est donc devant la constellation des Poissons. Non, elle y arrive. Oui, elle est encore devant la constellation des Poissons et dans le dernier degré du signe des Poissons. Dans la journée du 21, elle va rentrer dans le signe du Bélier. Elle va passer devant la constellation de la Baleine. Alors, je remets un petit peu nos constellations, mais on va aller un peu plus tard dans la nuit, suivre la Lune dans cette nuit de pleine lune du 20 au 21. Donc, on est tout proche de l'équinoxe. Hein. C'est une lune équinoxiale. Si elle était pile sur l'écliptique, elle se lèverait à l'est, mais comme elle est en dessous, elle se lève un peu au sud-est. Donc, 1 heure ou 2 plus tard dans la nuit, elle s'élève toute ronde, n'est-ce pas? Et elle va arriver devant la constellation. Alors, ça affiche les noms des constellations et les limites. Oh ben là, elle est pile à la limite entre le Verseau et les Poissons. Elle passe un peu devant la Baleine, là. Voilà, elle passe un petit moment devant la constellation de la Baleine. Ah oui, ça doit être à ce moment-là, plutôt. Suivons-la d'heure en heure. Voilà, jusqu'à la fin de la nuit, où elle va se coucher un petit peu après le lever du soleil. Et donc, nous sommes le 21. Voilà pour la Lune que nous allons pouvoir suivre abondamment durant cette semaine, si le ciel est dégagé, bien sûr, mais c'est pas dur de trouver un petit trou pour la Lune, souvent. Alors, à part ça, qu'est-ce qui se passe? Faut pas que j'oublie de vous parler également
Et bien, de Neptune, oui, je reviens un petit peu sur Neptune, puisque c'est l'opposition du Soleil à Neptune le 14. Et donc, en héliocentrique, c'est conjonction Terre-Neptune. Et que Neptune est donc au périgée, au plus près de la Terre, le 13, lundi 13, à 14h35, et opposé au Soleil le 14. C'est toujours lié, les deux phénomènes, mais il y a un petit laps de temps. Et donc aussi, ça fait Terre conjointe à Neptune en héliocentrique. Donc Neptune est au top de ses possibilités d'observation, puisqu'elle se lève à peu près au coucher du Soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche au lever du Soleil. C'est pleine Neptune. Son diamètre apparent reste de 2,3 secondes. Alors, on va quand même aller voir Neptune. Je reviens donc dans la nuit du 20 au 21, au moment où on va voir. Là, je suis un peu trop loin. La Lune, voilà. La Lune. Ici, Neptune. Là, voilà. Donc, c'est sûr qu'on ne voit pas Neptune quand il y a la pleine lune. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas Neptune là. Alors, on peut la chercher en tout début de semaine. Alors, revenons au tout début de semaine. Le 13, donc. Là, vous voyez, la lune n'est plus là. Ça va mieux. Le 13, le 14. Allez, 14 et un peu plus tard. Ou alors, un peu plus tôt dans la nuit du 13 au 14, elle ne change pas trop de place. Vous voyez, il faut repérer la constellation du Verseau. Alors, je vous montre un petit peu, parce que c'est quand même faisable. Donc, vous avez Saturne et Jupiter qui trônent devant la constellation du Capricorne. Jupiter, qui est tout près de l'étoile Deneb Algédie, la queue du Capricorne, elle. Et mince, c'est pas centré sur l'étoile. Voilà. Deneb Algédie, qui est. Donc, j'ai même fait un article sur Deneb Algédie sur le site. Il y a des liens dans l'article qui va être en ligne. Et Saturne, elle, s'approche, parce qu'elles sont toutes les deux rétrogrades, elles reviennent en arrière, des deux étoiles, et elle va s'aligner presque avec les deux étoiles qui font la tête du Capricorne, Algédie, donc, et Dabi. Algédie, ça veut dire l'enfant ou la chèvre. Enfin, Algédie en arabe, ça veut dire l'enfant. Ça parle du petit qui pousse, le petit qui grandit. Ça, l'idée, en fait. Donc, on voit nos deux planètes par rapport aux étoiles, on peut facilement constater leur rétrogradation. C'est-à-dire que Jupiter, de soir en soir, elle revient plus en plus par là. C'est le 16 ou le 17 qu'elle est au plus près de Deneb Algédie. Elle va reculer encore. Puis après, quand elle va prendre son mouvement direct, on va la voir repartir dans l'autre sens. Elle avait, quand elle était en avancée, là, au mois de mai, elle est déjà passée devant Deneb Algédi. Après, elle s'est retrouvée par là, puis après, elle s'est mise à rétrograder. Elle repasse à côté de Deneb Algédi. Donc, voyez, vous visionnez bien le Capricorne. Ensuite, au-dessus du Capricorne, vous voyez comme les constellations, ce n'est pas des découpages. La constellation du Verseau, le dessin qu'elle fait par rapport au Capricorne. Donc, ils sont sur les mêmes lignes d'ascension droite, hein, Verseau et Capricorne. Donc, on va repérer la constellation du Verseau, assez délicate, vaut mieux pas qu'il y ait la Lune. Et puis, tout au bout, là, puis on peut la repérer aussi quand on suit les deux étoiles, justement, Nashira et Deneb Algédi, on va retrouver une petite étoile, une petite étoile, une petite étoile, et une petite étoile ici, c'est Fille du Verseau. Et après, là, on va retrouver en dessous du grand carré de Pégase, qui est ici, la constellation des Poissons, fort discrète, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas la Lune et qu'elles c'est suffisamment élevé dans le ciel, on le voit bien. C'est très délicat et en même temps très, très joli, les poissons. Et donc, entre cette étoile Fille du Verseau et puis celle-ci des Poissons, on va retrouver notre planète Neptune. Alors, je vais grossir un peu parce que si vous avez un petit instrument, ça vaut le coup de la chercher. Donc, on se garde les deux étoiles repères là dans le champ. Et puis, vous voyez, c'est assez délicat, il faut viser à peu près. Et puis après, repérer Neptune entre ces 4 étoiles repères. Alors, premier dégrossissage aux jumelles, et puis après, pointer un instrument. C'est assez délicat. Voilà, mais c'était Neptune, et voilà, c'est son opposition. Donc, le 14, opposition de Neptune, et pour la pleine lune, la lune est conjointe à Neptune. Voilà. Alors, dans le secteur, il y a encore... je l'avais même enlevé de l'article la semaine dernière, je croyais qu'on ne la voyait plus, puis on la voit encore, l'étoile Mira de la Baleine.
elle est ici, en dessous justement de la pointe des Poissons. On voit l'étoile. Alors, on va avancer 1 heure de plus au moins. 1 heure ou 2 de plus dans la nuit pour bien la voir, mais même avant 2 heures du matin, hein, dès minuit. Donc, on a les Poissons qui sont bien élevés sous le grand carré de Pégase. Je diminue un peu le champ. Et donc, on se trouve sud-est. Les Poissons sont au sud-est, sous le grand carré de Pégase. Et en dessous de la pointe des Poissons, cette délicate étoile Al-Recha, nous avons l'étoile Mira de la baleine qui rougeoie encore. Et alors, ça fait une figure. On voit Al-Recha, pas très brillante, Mira, qui brille un peu plus fort encore, mais son éclat diminue, et l'étoile Menkar de la baleine. Et par là, on va trouver Uranus en plus. Un peu plus tard dans la nuit, Uranus qui devient aussi en très fort bonne position d'observation. Voilà donc de quoi s'amuser dans le ciel du soir. Et donc, je rappelle que Mira de la baleine, c'est une étoile variable à longue période de 11 mois et qui passe d'une magnitude 9, donc absolument invisible à l'œil nu, à une magnitude 3, équivalente à celle de l'étoile polaire, donc vraiment bien visible. Et que là, en cette mi-septembre, elle est encore visible. On peut constater son éclat qui décroît, et après, il n'y en aura plus. Alors, vous voyez, il y aura encore des étoiles filantes, mais dès qu'il y aura trop de lune, on ne les verra plus, hein, les Ariétides d'automne, les Epsilon Perséides de septembre. Et notre Uranus, qu'on peut chercher tant qu'il n'y a pas la lune, donc en tout début de semaine, parce qu'après, c'est fini. Donc, elle est sous les étoiles du Bélier. Elle fait presque un angle droit avec Amal du Bélier et les Pléiades. Alors, c'est pas trop dur. Avec des jumelles, Uranus, c'est faisable. Tandis que Neptune, on continuera à se demander ce qu'on est en train de voir. Surtout si on repère bien le champ autour, voilà, ces étoiles-là vont apparaître très bien et on pourra voir Uranus. Voilà ce qu'on peut voir dans le ciel du soir. Donc, on va faire un petit tour de ce qui se lève. Vous voyez, maintenant, en milieu de nuit, il y a Orion qui se lève. On approche du ciel d'automne. Puis Orion qui culmine en début de nuit l'hiver, donc en milieu de nuit à l'automne, se lève donc en début de nuit maintenant. Donc du côté de l'Est, voilà, en milieu de nuit, je reviens un peu plus tôt quand même. On voit dans le cours de la nuit, en fait, on va faire le cours de la nuit. Au cours de la nuit, on va partir à 22h12, vous voyez. On va d'abord partir de l'ouest. Alors à l'ouest, eh bien, allez, une petite heure avant encore, 21h. Il commence à faire nuit, il fait nuit noire à partir de 21h30 aux fins de semaine. La nuit gagne beaucoup, hein, et on va être à l'équinoxe très vite. Et puis en plus, quand les astres qui sont sur les degrés équinoxiaux, 0 bélier, 0 balance, eh ben, ils se lèvent droit, et donc le crépuscule, et ils se couchent beaucoup plus droit, et le crépuscule dure moins longtemps. Donc à l'ouest, on voit Arcturus du Bouvier qui s'en va, qui baisse dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, que l'on voit rapidement. Très haut dans le ciel en début de nuit, quasiment au zénith, vous voyez, le zénith est là, on a Véga de la Lyre, et on va retrouver notre grand triangle de l'été qui est en train de basculer du côté de l'ouest. Alors, Deneb ici et Altaïr là sont encore du côté de l'est, et Véga est déjà en train de basculer, et donc au cours de la nuit, non, dans l'autre sens, 22h12, 23h, c'est Deneb qui passe à son tour au zénith, vous voyez. Bon, là, on va redescendre. Alors, 23h, maintenant on est à 23h. Hein. Donc, du côté de l'ouest, toujours, on voit Hercule qui descend. En dessous, il y a la couronne boréale. Là, je voyais Arcturus est là, maintenant, elle est cachée dans les arbres. La queue de l'ours, 23h, l'ours a descendu aussi, elle va bientôt raser l'horizon. Tandis que très haut, il y a Cassiopée qui s'élève, il y a Céphée qui culmine, hein, du côté du nord. Donc, et vous voyez l'étoile polaire, elle est là. Et du côté gauche, on voit le dragon qui descend, un magnifique dragon, qui fait ça entre les deux ours. Et donc, il dessine un losange ici. Hein. Le losange est très bien visible. Voilà, alors on tourne, on passe du côté de l'Est, nord-est, c'est l'étoile Capella, très brillante, qui brille dès qu'elle sort de l'horizon, on la voit, parce que vraiment c'est une des plus brillantes étoiles du ciel, après Sirius, vous voyez, donc on se retrouve à l'Est,
on a Persée qui s'élève sous Cassiopée, et puis Andromède, Pégase et les poissons que l'on a déjà vus. Voilà, donc on va, et puis qu'est-ce qui culmine? Ah oui, on va voir ce qui culmine en début de nuit. Donc le Verseau, le Capricorne, Saturne culmine vers 23 heures et Jupiter vers minuit cette semaine. Le Sagittaire va déjà se coucher, quant au Scorpion, on l'a déjà oublié. Vu qu'Aldébaran est levé de l'autre côté, Antares est couché, il n'y a pas de problème. Non, Aldébaran n'est pas encore levé. Alors, 1 heure plus tard, 1 heure du matin, Aldébaran est bien levé et Antares, ça fait longtemps qu'elle est couchée. Donc, du côté de l'Est, au cours de la nuit, et ça, c'est magnifique, on voit s'élever donc les Pléiades, Aldébaran. 1 heure plus tard, on voit apparaître les mages d'Orion en dessous. Ça fait un bel alignement. Et encore 1 heure, allez, 1 heure et demie plus tard, on va voir apparaître Sirius. Là, voilà, au sud-est. Donc Sirius, là, il est 5h12 qui se lève un peu avant 5 heures du matin. Bon, comme chaque jour, les étoiles se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Et bien, tout ça va devenir de plus en plus présent dans le ciel d'automne. Vous voyez, cette magnifique figure du grand G de l'hiver, on l'appelle, qui est formé par les mages d'Orion. Enfin, ça ferme le G. Hein. Sirius, Procyon, Castor et Pollux, Aldébaran, j'oublie Capella là-haut, Capella du cocher, et Aldébaran, et on revient sur Bételgeuse, vous voyez le G, les 3 mages d'Orion, Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, si je diminue un peu, on aura tout le monde, voilà, Capella du cocher et Aldébaran du taureau qui forment, ce sont les étoiles les plus brillantes, elles sont plus brillantes que les étoiles du ciel d'été, et elles forment ce qu'on appelle le grand G de l'hiver. Voilà pour le tour du ciel de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui me reste à vous raconter? Je vais faire le petit résumé chronologique. Et oui, hein, que je vais prendre, je vais partager peut-être avec mon tableau, puisque le reste n'est pas tout à fait en ligne encore. Ça va pour vous? Très bien. Alors, on va partager le tableau. Voilà, donc. Alors, c'est parti pour la chronologie des faits célestes. Lundi 13 septembre, 3h36, la Lune est conjointe à Antares. L'étoile est donc au sud de la Lune parce qu'elle est vraiment en dessous de l'écliptique, cette étoile. Mais la Lune est de plus en plus près d'elle. À 13h09, la Lune sort des limites zodiacales. À 11h30, les limites zodiacales sud. À 14h35, Neptune est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, ce qui fait 29 fois pratiquement la distance Terre-Soleil. Donc, c'est son point, sa distance la plus, elle est à sa distance annuelle la plus proche de la Terre, puisque elle est opposée au Soleil le lendemain. Lundi 13, 22h39, c'est le premier quartier, donc, qui devient la Lune est dans le 22e degré du Sagittaire et le Soleil en Vierge, et la Lune est devant la constellation d'Ophiuchus, le Soleil devant celle du Lion. Mardi 14, à 6h24, Mercure atteint son élongation maximale à l'est du Soleil, donc, puisqu'elle est du soir. Malheureusement, je ne vous en ai même pas parlé parce que elle est, bien qu'elle soit à son élongation maximale, elle n'est pas franchement visible parce qu'elle reste très bas sur l'horizon et son éclat est au-dessus de la magnitude 0, donc en fait faible. Dans les lueurs du crépuscule, vous voyez, elle se couche à 20h40 pour un soleil qui se couche à 19h50 avec un très très bon ciel et des jumelles. Bon, il y aura le schéma, il y aura un peu une image dans l'article. On peut essayer, enfin vous pouvez toujours la trouver avec Stellarium. Donc, mardi 14, la Lune va arriver devant la constellation du Sagittaire aussi à 7h46. À 11h06, en héliocentrique, la Terre est conjointe à Neptune, donc, et à 11h20, en géocentrique, le Soleil est opposé à Neptune. Donc, 22e degré, Vierge, Poisson, en signe.
Le mardi 14, 13h34, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Et nous arrivons à mercredi 15. Alors, mercredi 15, Mars rentre dans le signe de la Balance. Jusqu'au 30 octobre, elle va rester dans ce signe. Elle est devant la constellation de la Vierge, et alors, plus du tout visible, hein, puisqu'elle va être conjointe au Soleil le 6 octobre, et qu'elle est tout près du Soleil en plus. Elle est plus qu'à combien de degrés d'élongation du Soleil 6 degrés. Oubliez, Mars, on ne la voit pas, mais elle rentre dans le signe de la Balance. Mercredi 15 à 5h45, la Lune atteint donc sa déclinaison minimale en dessous des limites zodiacales à 25 degrés 58 minutes en dessous du plan équatorial. Elle est donc dans le 10e degré du signe du Capricorne devant la constellation du Sagittaire. Et 6 heures plus tard, à 11h23, elle est conjointe à l'étoile Nunki. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Sigma du Sagittaire. Et alors, elle est presque collée à l'étoile. Hein. L'étoile n'est qu'à 20 minutes d'arc au nord de la Lune. Donc, ce sera dur de voir l'étoile. Mercredi 15 à 15h31, en héliocentrique, Mercure conjoint Vénus. Voici un petit événement qu'on ne risque pas de voir, et dont on reparlera peut-être bien tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Elles sont en héliocentrique dans le 15e degré du signe du Capricorne. Jeudi 16 septembre à 7h39, la Lune est conjointe à Pluton. Bon, j'aurais pu vous montrer où se trouvait Pluton, mais entre Nunki et Saturne, toujours devant la constellation du Sagittaire, et donc Pluton, 2 degrés très au nord de la Lune, bien sûr invisible, 24e degré du signe du Capricorne. Et à 15h51, la Lune arrive devant la constellation du Capricorne. Pluton est toujours devant celle du Sagittaire. Jeudi 16, toujours 17h23, ensuite elle rentre dans le signe du Verseau, la Lune, et à 21h25, le Soleil arrive devant la constellation de la Vierge. Il était devant celle du Lion jusqu'à présent, et maintenant il va se trouver devant la constellation de la Vierge jusqu'au 31 octobre, où il arrivera devant celle de la Balance. Donc on ne voit pas la constellation de la Vierge, puisque le Soleil est devant. C'est les étoiles qu'on ne voit pas en ce moment dans le ciel. Le vendredi 17 à 0h43, la Lune rentre dans les limites zodiacales. Elle remonte donc en déclinaison à partir du jour de sa déclinaison minimale, donc le 15. Samedi 18 septembre, 10h03, Vénus arrive devant la constellation de la Balance. Alors Vénus qu'on voit très bien dans le ciel, hein, et qu'on va voir de mieux en mieux là en octobre, puisqu'elle sera à son élongation maximale fin octobre. Et donc elle va arriver, là elle arrive donc devant la constellation de la Balance, et elle va la traverser jusqu'au 7 octobre. Ensuite, elle arrivera devant le Scorpion. Elle y passera bien sûr que 3 jours car c'est très étroit. Et ensuite, elle arrivera devant Ophiuchus. Et donc, on la verra plutôt bien. Et on la voit très, très bien de toute façon dès la tombée de la nuit. C'est vrai, je ne l'ai pas fait ça avec Stellarium. Il y avait Jupiter et Saturne au sud-est, mais au sud-ouest, ouest-sud-ouest, vous avez Vénus. C'est même le premier astre qu'on voit dans le ciel, sud-sud-ouest, mais pas haute, hein, elle n'est pas bien haute. Mais elle brille jusqu'à son coucher, on ne peut pas la louper. Le samedi 18, 11h14, la Lune est conjointe. Ah non, attendez, j'en suis là plutôt. Vendredi 17 à 6h13, la Lune est conjointe à Saturne. Vendredi 17 à 6h13, donc la planète est au nord de la Lune passe en dessous de Saturne, et c'est dans le 8e degré du signe du Verseau, la constellation du Capricorne, comme nous l'avons vu. Vendredi 17, 22h32, Mars passe en déclinaison sud. Donc Mars était en déclinaison nord, maintenant elle passe en déclinaison sud. Elle va rester en déclinaison sud jusqu'au 30 mai. Elle atteindra son minimum le 28 janvier à moins 23 degrés 51 minutes, donc légèrement hors des limites zodiacales. Elle va être hors limite zodiacale du 12 janvier au 10 février. Voilà donc Mars qui passe en déclinaison sud le 17 à 22h32. Elle est dans la constellation de la Vierge, donc, et le 2e degré du signe de la Balance. Vénus arrive devant la constellation de la Balance, et la Lune est conjointe à Jupiter à 11h14, donc à voir le 17 et le 18 au soir. On voit la Lune passer de droite à la gauche de Jupiter.
c'est dans le 24e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Saturne et Jupiter étant rétrogrades et leur mouvement et cette rétrogradation étant bien constatable avec les étoiles à côté desquelles elles se trouvent. Jupiter, elle est à côté de Deneb el-Jedi. Samedi 18, elle va changer de constellation, la Lune. À 15h13, elle arrive devant le Verseau et à 22h22, elle entre dans le signe des Poissons. Dimanche 19 à 6h01, elle atteint sa latitude minimale, donc le plus bas possible en dessous du plan de l'écliptique, 5 degrés 2 minutes. C'est ce que l'on appelle le ventre du dragon. Elle est alors dans le 5e degré du signe des Poissons. En héliocentrique, dimanche 19, Mercure est conjointe à Pluton à 11h22, 26e degré du signe du Capricorne, et lundi 20 à 6h09, en héliocentrique toujours, Mercure entre dans le signe du Verseau, où elle va rester jusqu'au 29 septembre. Lundi 20, elle accélère à partir de son aphélie, quand elle est dans le signe du Sagittaire, où elle passe alors environ 6 jours par signe. Après, quand elle arrive à son périhélie en Gémeaux, elle ne passe plus que 3 jours dans un signe. Donc c'est très intéressant de suivre l'avancée de Mercure en héliocentrique, ça en dit long déjà. Lundi 20 à 13h33, toujours lundi 20, c'est Mars qui est à l'apogée, au plus loin de la Terre. Je vous ai dit qu'elle allait être conjointe au Soleil le 6 octobre. Quand elle est conjointe au Soleil, c'est qu'on a Terre, Mars, Soleil, Terre, Mars. Non, Terre, Soleil, Mars, voilà. Donc elle est de l'autre côté du Soleil. Et bon, l'alignement se produira le 6 octobre, mais au point de vue de la distance, eh bien, c'est le lundi 20 septembre que Mars est au plus loin de la Terre à 2,37 unités astronomiques, donc 2,37 fois la distance Terre-Soleil, soit 394 millions de kilomètres environ. Quand elle s'éloigne donc du Soleil, enfin non, elle arrive au plus loin, à partir de là, elle va se rapprocher de la Terre. Mais elle s'éloigne du Soleil. Lundi 20 à 13h39, la Lune est conjointe à Neptune. Donc, difficile à voir, mais on peut imaginer à peu près où se trouve Neptune, comme ça. Lundi 20, ensuite, le 21 à 0h12, elle arrive devant la constellation des Poissons, la Lune. Mardi 21, 1h54, c'est donc l'heure de la pleine Lune. Donc, guettez le lever de la pleine Lune le 20 au soir. Dans le 29e degré du signe des Poissons, donc devant la constellation des Poissons, et de la Vierge, et le Soleil qui est aussi arrivé devant la constellation de la Vierge. Et donc, mardi 21 à 5h12, 4 heures plus tard, même pas 3 heures plus tard, elle entre dans le signe du Bélier. Et le soir, à 23h09, elle passe en déclinaison nord. Voilà les aventures de la Lune et des astres, de nos astres familiers, dirons-nous, pendant la semaine. Alors, je vous ai rajouté les petites anecdotes des astéroïdes. Nous avons Pallas tout près de Neptune, d'ailleurs. Et de même magnitude. Si vous voyez Neptune, vous devez pouvoir voir Pallas presque. Neptune est de magnitude 7,9, un peu plus brillante quand même. Voilà, pas mal d'étoiles filantes encore. Donc, vous avez vu avec Stellarium tout à l'heure. Voilà, alors puis Jupiter, profitez, hein, toujours il y a la liste des phénomènes observables de la semaine. Les comètes, c'est plus difficile, elles sont vraiment de magnitude délicate. Il faut vraiment des spécialistes. Alors voilà, je vais finir ce partage là. Ça va pour vous? Ouais, c'est sympa. Tu as fait voyager mon âme un petit peu pour que je maintienne mon élan Oui, ça maintient à vachement travers toutes ces constellations, tout ça. Ouais. C'est intéressant, c'est vrai. Ce qui est très difficile pour moi, c'est d'arriver à synchroniser tout ça, je dirais, en plusieurs dimensions. Je veux dire, dans l'espace comme ça, c'est très difficile à faire. Ah, faut pas. Là, je vous parle quand je vais vous montre Stellarium, je vous parle du visuel. Et justement, quand je donne les petites notions de mécanique céleste pour comprendre, par exemple, pourquoi la Lune a pas ce coup-ci, elle passe en dessous de Saturne, puis une autre fois, on la voit passer au-dessus. Bon, par exemple.
Oui, non, mais je suis c'est d'accord. peut-être trop Les positions complexe comment je présente. astronomiques, ouais, non, C'est mais je pour suis bien apprendre à faire d'accord. le lien entre ce qu'on voit et ce qu'on sait Voilà. d'autre part par les sources livresques ou autres. Et comment, voilà, pour prendre, et puis pour se connecter en direct, en fait, voilà, sans forcément, voilà, terre-ciel. C'est important de savoir ce qu'on voit, de, de comprendre, par exemple, qu'on est en lune croissante parce qu'on voit la lune le soir, tout simplement. On voit la lune le soir, c'est qu'elle est Mm. croissante. Bon, donc évidemment, on va Oui. observer la lune. Ce que je vous ai peut-être pas montré, du coup, j'avais peut-être fait des images. Il reste un tout petit peu de temps, peut-être. Je vais regarder. Je crois qu'il y a une occultation d'une étoile par la lune. Non, non, mais il y a des cratères à regarder. Voilà, en fonction de ces librations. Alors, je peux encore partager ça 2 petites minutes, après on s'arrête. Les librations de la Lune. Voilà, alors ça, c'est le 18, le 18 et le 19. Donc, la Lune, le Soleil achève de se lever sur la face visible de la Lune. Donc, vous voyez, on a presque la Lune toute ronde. Il reste ça qui est dans l'ombre. Et donc, le 18 au soir, on en profite pour repérer le cratère Aristarque. C'est pareil, on prend quelques petits repères sur la Lune, donc, qui sera sous les rayons du soleil levant, donc mis en valeur par les ombres. Et puis, nous avons OK. également le lendemain, je crois. Voilà, le soleil est encore plus levé, n'est-ce pas? Mm. Et donc, elle est presque entièrement ronde. Vous voyez, alors là, ce coup-ci, il ne reste plus que ça. Un tout petit filet de nuit encore sur cette face visible de la Lune. Et on peut repérer le cratère Pythagore, qui est au nord de la mer des Pluies. Vous voyez, tout à l'heure, la veille, on a vu Aristarque ici. Et là, on a Pythagore. La mer des Pluies, avec son golfe des Iris, c'est assez facile à repérer. Voilà, alors c'est une semaine pour se promener un peu sur la Lune, alors profitez-en. Merci Hervé, C'est merci bien. Michel. C'est À moi qui tout vous à l'heure. Ok Michel, à tout à l'heure. Et Au bonne revoir, semaine Hervé. alors. bonne Au revoir soirée. Hervé. Bonne Au soirée à revoir. vous deux et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Attends, je vais